Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire ou semi-hebdomadaire plutôt, autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés par l'Égypte et sur la scène africaine. Mais cette fois-ci, justement, la crise ukrainienne pèse beaucoup sur la scène internationale. Bien sûr, l'Afrique se trouve actuellement dans la ligne de mire de répercussions de cette crise ukrainienne provoquée entre la Russie et les Occidentaux. Oui, bien sûr, l'Afrique est tout à fait loin géographiquement de l'Ukraine, de la Russie, mais sur le terrain, les répercussions sont tout à fait très proches, sont tout à fait très grands sur l'économie africaine, que ce soit positivement ou négativement. Donc c'est ce qu'on va savoir dans la deuxième partie de cette édition. Mais justement, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par l'Égypte, où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation de mécanismes africains d'évaluation par les pairs, dirigée par le professeur Edouard Malouka, directeur exécutif du secrétariat du mécanisme. Ils sont en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Donc les explications, les détails seront avec notre collègue Chérif Arafa et ça bien sûr en compagnie de Marwa, Chérif Boussel plutôt et Marwa Arafa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dirigée par le professeur Edouard Malouka, directeur exécutif du secrétariat du mécanisme, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et de l'ambassadeur Ashraf Rachid, président du comité national du mécanisme. Le président a salué le rôle joué par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour soutenir les efforts de développement des pays africains et les aider à faire progresser les valeurs démocratiques et pour assurer le suivi de la mise en œuvre de leur stratégie de développement par les États conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies et au programme de développement de l'Union africaine à l'horizon 2063. Le Raïs a également souligné la volonté de l'Égypte de soutenir le mécanisme en tant que l'un de ses pays fondateurs, d'autant plus qu'il consiste à établir le respect par l'Afrique des principes de bonne gouvernance et des droits de l'homme. Cela se reflète dans les efforts de l'État égyptien à travers diverses initiatives de santé, notamment l'élimination de l'hépatite C et l'initiative Une vie décente, ainsi que les efforts de transformation numérique et de mécanisation des services fournis aux citoyens. La délégation a également salué le rôle de premier plan de l'Égypte dans le continent pour renforcer les mécanismes d'action africaine conjointe et pour fournir le soutien nécessaire sous diverses formes à ses frères africains dans les domaines relatifs aux droits de l'homme, au travail administratif, à la planification économique, tout en louant la sincérité des efforts égyptiens pour approfondir le processus de réforme globale en Afrique. La ministre de l'Environnement de l'Égypte, Dr Yasmine Fouad, s'est entretenue avec la mission de la Banque mondiale dirigée par Ayat Sulayman, directrice régionale du département du développement durable du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, de la coopération bilatérale sur le dossier de changement climatique et des préparatifs de la prochaine conférence sur le climat COP27. Tout de suite un commentaire. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, s'est entretenue avec la mission de la Banque mondiale dirigée par Ayat Sulayman, directrice régionale du département du développement durable du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, de la coopération bilatérale sur le dossier du changement climatique et des préparatifs de la prochaine conférence sur le climat COP27.
Madame Foued a valorisé la coopération avec les partenaires de développement pour soutenir l'action environnementale, notamment durant la prochaine période où seront lancées des étapes importantes dans la mise en œuvre des projets verts avec l'application de la stratégie nationale sur le changement climatique en mettant en place une série de projets dans le domaine d'adaptation aux effets du changement climatique. La conférence sur le climat de Sharm el-Sheikh portera sur les thèmes de l'adaptation et de l'atténuation des effets du changement climatique et du financement climatique en se concentrant sur la question de l'adaptation qui est une priorité pour les pays en développement pour qu'ils puissent faire face aux effets du changement climatique, a-t-elle souligné. Face au déséquilibre vaccinal qui a confiné l'injustice au plus fort de la crise du Covid-19 au moment où les premiers vaccins ont été mis à la disposition du gouvernement, l'Europe a décidé de réagir d'une manière concrète au partenariat avec l'OMS et les pays africains. 6 d'entre ces derniers ont été désignés comme les premiers bénéficiaires d'un programme mondial de fabrication de ces vaccins. Donc, pour avoir plus d'informations, vous devez être très fidèle à notre collègue Marwa Arafa et Marwa Arafa et chez Boussela. Face au déséquilibre vaccinal qui a confiné à l'injustice au plus fort de la crise du Covid-19 au moment où les premiers vaccins ont été mis à la disposition des gouvernements, l'Europe a décidé de réagir de manière concrète en partenariat avec l'OMS et les pays africains. 6 d'entre ces derniers ont été désignés comme les premiers bénéficiaires d'un programme mondial de fabrication de ces vaccins. Il s'agit de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie, lesquels ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé afin de permettre au continent africain, qui a souffert d'un accès restreint aux vaccins anti-Covid, de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais aussi d'autres maladies. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, n'a cessé de réclamer un accès équitable aux vaccins afin de venir à bout de la pandémie et il s'insurge régulièrement contre le fait que les nations riches se soient appropriées les doses pour elles-mêmes, laissant ainsi l'Afrique sans grand accès à la vaccination. C'est une avancée majeure vers la souveraineté de l'Afrique en matière de vaccins. L'objectif est qu'en 2040, 60% des vaccins produits en Afrique soient administrés en Afrique. S'est félicité à Bruxelles la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une conférence sur cette décision. Dans la crise ukrainienne provoquée entre les Russes et les Européens, bien sûr, et avec les États-Unis, les Africains sont-ils perdants ou gagnants? Oui, bien sûr, le continent africain, géographiquement éloigné du conflit russo-ukrainien, mais si je peux dire, l'Afrique est tout à fait proche des répercussions, des effets de ce conflit sur la sécurité mondiale. Donc, on parle d'une crise dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des importations, dans le domaine du commerce, mais aussi dans le domaine géostratégique. Donc, les explications seront avec notre invité de marque, M. Hani Abdelaziz, notre analyste politique, qui se trouve actuellement en ligne de Nal TV International. M. Hani Abdelaziz, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nal TV International. Et ma question principale, à quel point vous trouvez que les Africains sont perdants ou sont gagnants de la crise ukrainienne? Je veux dire que dans tout conflit à caractère régional ou international, tous les pays du monde sont perdants. L'Afrique aussi. Et pourquoi? Pour des raisons très simples.
D'abord, l'Afrique dépend largement de l'aide publique au développement qui vient essentiellement des pays donateurs, qui sont les pays d'Europe occidentale et en partie les USA. Il est vrai que la Russie aussi a certaines activités économiques sur le continent, mais elles ne peuvent pas égaler les interventions et l'aide publique au développement, l'aide et l'assistance du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque européenne, etc., etc. Donc il y a un risque que cette aide publique au développement soit affectée. C'est un risque. D'une autre façon, concernant des pays comme l'Égypte, qui est un des plus gros, sinon le plus gros importateur de blé du monde, et qui se fournit largement en Ukraine et en Russie. Donc il y a, je pense déjà, une petite augmentation des coûts de blé sur les marchés internationaux. Ce ne sont pas des augmentations réelles qui correspondent à une augmentation du coût de la production ou du coût de revient, mais bien sûr, c'est l'opportunisme des grandes sociétés mondiales qui exportent leur blé ici. Donc, point par point. Par exemple, à quel point vous trouvez que l'Afrique du Nord représente une autre solution potentielle au problème énergétique de l'Europe? Eh bien, c'est très bien. Vous y allez beaucoup plus vite que moi. J'apprécie beaucoup. Non, j'allais dire, je continue sur cette même lancée, la vôtre et la mienne aussi, que à côté de cela, il y a déjà, je pense, une augmentation des prix des produits pétroliers, y compris du gaz. Et l'Égypte, l'Algérie, le Moyen-Orient aussi, avec le Qatar, sont des producteurs importants de gaz et qui peuvent compenser en partie, je dis bien en partie, le manque éventuel de gaz en provenance de la Russie vers l'Allemagne en particulier. Mais je voudrais dire que cette situation, à mon propre avis, et je n'ai pas de boule de cristal, risque de ne pas trop durer, étant donné que et la Russie et l'Europe occidentale et les États-Unis, si cela dure trop longtemps, risquent d'être perdant-perdant. Et je pense que cela, personne ne le veut. Ni ces pays-là, ni notre continent, l'Afrique, ni les autres pays africains et même moyen-orientaux. Oui. Donc, je ne suis pas tellement pessimiste quant à un apaisement possible, puisque les objectifs de la Russie sont clairs maintenant. Pour moi, ils ont été très clairs. La Russie veut une zone tampon dans les deux provinces de Donetsk et de Luhansk. C'est leur problème. Je ne voudrais pas intervenir là-dessus. Et si elle a cette zone tampon, peut-être que les États-Unis et l'Europe... Oui, ma deuxième question, très rapidement. Est-ce qu'il y aura une famine qui va frapper les Africains et les pays africains du Nord? Je pose cette question parce que, d'après des recherches stratégiques révélées récemment, la sécurité alimentaire mondiale est au premier plan de répercussion de cette crise, car certains pays africains dépendent principalement des importations de céréales en provenance de Russie et d'Ukraine, comme l'Égypte avec environ 85%, la Libye qui fournit environ 43% de ses besoins en blé à partir de l'Ukraine. Donc, votre estimation? Je ne pense pas du tout qu'il y aura famine. Il y aura des restrictions. Il y aura peut-être moins d'approvisionnement ou un approvisionnement à un coût un peu plus élevé. Mais famine, mon avis personnel, et je pense que ce sera l'avis des experts aussi, non, il n'y aura pas famine. Dans l'immédiat, pour avoir famine, il faut des années. Il faut qu'il n'y ait pas de production du tout. L'Égypte produit tout de même, je pense, 40-50% du blé qu'elle consomme. Donc le reste est importé, c'est vrai. Donc il n'y a pas de risque de famine ni pour l'Égypte ni pour la Libye. Oui. Je ne le vois pas. Il peut y avoir des restrictions. Il peut y avoir une augmentation du coût du blé, donc du coût du pain, etc. Mais ça ne peut pas être énorme et cela risque d'être compensé, je le disais, par l'augmentation du prix des produits pétroliers, y compris le gaz exporté de la part de l'Algérie, de l'Égypte et de la Libye aussi.
Oui, encore une fois, je viens de poser cette question. La famine peut-elle frapper des familles ici au Moyen-Orient, oui ou non? Parce qu'il y avait des statistiques et des recherches à cet égard. Mais pour terminer cette édition, parce qu'il me reste presque 2 minutes, quelque chose comme ça, très rapidement, à quel point vous trouvez que les Africains seront parmi les grands perdants au niveau géostratégique et géopolitique, si je peux dire même, à l'égard de cette crise ukrainienne? Je ne pense pas, pour être très bref, je ne pense pas que l'Afrique en tant que continent sera un énorme perdant si cette crise qui est confirmée. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que comme vous savez, par exemple, il y a des partenaires russes, il y a des partenaires américains, des partenaires européens. Donc actuellement, il y a toujours des sanctions qui sont imposées par les Américains contre les Russes. Donc il y a toujours des répercussions, que ce soit stratégiques ou politiques, sur le continent africain. La Russie n'est pas un très grand importateur de matières premières à partir de l'Afrique. Le marché africain est vers l'Occident et l'Occident riche et les multinationales qui fonctionnent là-bas. Donc le marché ne va pas se rétrécir s'il y avait des sanctions économiques, il y en aura, sur les importations à partir de l'Afrique vers la Russie. Je ne le pense pas. Il y aura un impact, mais ça ne pourra pas être immense, étant donné que le marché russe n'est pas le marché principal des matières premières africaines. Oui. Monsieur Hani Abdelaziz, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications révélées par vous en ce qui concerne cette crise ukrainienne. Merci beaucoup encore une fois. Donc, c'est tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Mais je dois vous promettre que dans les autres épisodes, on va essayer de jeter plus de lumière sur ce qui va arriver du point de vue d'impact sur le continent africain à cause de cette crise mondiale. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.